Alors la panne stratégique finalement de l'Europe, elle est perceptible aujourd'hui parce que depuis le début de la confrontation au plan économique avec l'Union européenne, on n'a pas encore vu une mesure prise par l'Union européenne qui ait produit les résultats qu'annonçait l'Union européenne. Ça se retourne à chaque fois contre elle, contre son économie. Cela crée une inflation assez importante et fait perdre des points de croissance. Et pourtant, on voit que l'Europe veut continuer, notamment en annonçant une réduction de consommation de gaz. Alors Quelle oui, efficacité, Achille a oui. mis le doigt sur plusieurs éléments clés de ce qui se passe dans ce bras de fer. Autant, alors je dis autant, c'est Europe, États-Unis et Russie, puisque c'est les seuls qui sont en confrontation, le reste du monde n'étant pas en confrontation. Il a mis l'accent sur pas mal d'éléments. Alors il y a deux choses qu'il ne faut pas perdre de vue. La première, en matière d'économie, c'est qu'effectivement, les économies sont interconnectées, comme ça vient d'être dit. Et donc, les interdépendances économiques, parce qu'on parle bien d'interdépendance, qu'on ne peut plus faire sans les autres, conduisent à montrer que le monde s'est divisé en plusieurs catégories de types d'économies. Il y a une économie littéralement tertiaire. On peut dire que quasiment l'Europe est devenue, à part l'Allemagne et l'Italie, c'est quasiment devenu une plateforme tertiaire. On ne fait que de la bureautique, on fait que de l'informatique, on ne fait que des travaux de bureau. Il y a quasiment plus qui est un petit peu d'agriculture, mais plus rien ne se fait en termes industriels. L'Angleterre a perdu ses industries, la France de même. Et il reste encore les grands gagnants, je dirais l'Allemagne et l'Italie, qui sont devenus de grandes puissances économiques, et l'Allemagne particulièrement, qui a étendu sa puissance économique avec les pays de l'Est, ex-Union soviétique. Je parle de la Pologne, évidemment, Hongrie, une partie de la Lituanie. Donc ces pays-là sont des pays qui sont déjà interdépendants entre eux. L'Union européenne est un grand agrégat de pays qui ont décidé de faire un marché commun interdépendant là aussi, mais ces pays sont des pays que je classerais quasiment en termes de production de richesse tertiaire. Donc, c'est surtout les marchés financiers, évidemment, et puis le travail des gens dans les bureaux, quels que soient les métiers dans les bureautiques et autres. À côté de ça, on a des pays qui sont des pays qu'on appelle intermédiaires, qui ont une économie de transition, comme la Russie, et qui produisent beaucoup d'hydrocarbures, qui ont beaucoup de matières de minerais. C'est un des pays les plus riches de la Terre. Hein. On a tendance à oublier que c'est la plus grande fédération. La fédération de Russie, c'est le plus grand pays de la Terre, avec quasiment toutes les ressources minières dont on a besoin. Et d'autres pays qui sont essentiellement les producteurs d'hydrocarbures. Alors l'Afrique étant évidemment en partie, faisant partie de cette équation, on a donc besoin de ces pays pour alimenter la machine économique et industrielle de l'Europe et de la Chine. La Chine étant une grande puissance industrielle, bien évidemment. Et ce qui se passe, c'est que cette interdépendance a créé des conditions qui font que lorsque vous sanctionnez un pays, la sanction fait un effet boomerang. Là, ils ont tenté de sanctionner la Russie, et effectivement, il ne faut jamais perdre de vue que la Russie a été impactée. Il n'y a pas de sanctions qui ne produisent pas d'effet. Mais la différence entre un pays qui est sanctionné comme la Russie, qui est un pays rentier littéralement, puisqu'elle n'a jamais été aussi riche en matière macroéconomique, alors la macroéconomie, c'est les grands comptes de l'État, par rapport à des pays qui n'ont pas de richesse, mais qui ont un endettement abyssal, comme les pays européens, en matière macroéconomique, donc les comptes de l'État, les grands comptes, tous les pays européens sont endettés ou sont endettés, les Russes ne sont pas endettés, et en plus ont des excédents commerciaux considérables. Évidemment, la Russie a des faiblesses sur un plan industriel. C'est pas un pays avec une grande industrie, je parle civile, militaire, très forte industrie militaire, mais pas civile. Et donc la Russie, lorsqu'elle est impactée, c'est le citoyen lambda russe qui va ressentir une partie de ces effets. Sauf que c'est un pays rentier qui peut absorber le choc de cette sanction et qui peut redistribuer la manne financière du pétrole et du gaz à ses citoyens. Alors que dans les pays européens, lorsqu'il y a une sanction économique où il frappe les Russes, l'impact immédiat, c'est sur les citoyens. Et l'État ne peut rien faire pour compenser cet impact. Exemple très concret, l'Allemagne envisage de baisser de 6 à 12 degrés la consommation de chauffage pour les Allemands. Ils ont déjà prévenu le peuple allemand, vous allez vous chauffer moins chaud. Donc c'est très inquiétant parce qu'on se rend bien compte que cette interdépendance fait que les pays qui ont voulu sanctionner n'en avaient pas les moyens, ont été arrogants et prétentieux et le payent aujourd'hui au centuple, et c'est leur population qui va le payer, et que du côté russe, la sanction économique a eu un impact indiscutablement, mais largement compensé par les excédents considérables qu'a généré les exportations et surtout la super spéculation sur le pétrole et le gaz, qui fait que la Russie aujourd'hui est dans une position très confortable. Dans un an, la croissance russe qui est légèrement en recul va redémarrer. Quand l'Europe est en berne, aujourd'hui on est quasiment, on n'est pas il y a une inflation galopante, mais pas seulement. On est en déclin économique, il y a un recul de la production industrielle, il y a un recul, donc ce qu'on appelle vraiment, par les décroissances, mais comment dirais-je, la, la désinflation, j'allais dire pratiquement. Excusez-moi, pas la récession, c'est un que je cherchais. Une récession économique qu'on observe en Europe, et même aux États-Unis aujourd'hui, on commence à avoir une contraction du PIB. Donc ces pays vont payer très cher leur arrogance parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire face à un immense État comme la Russie. Et parallèlement à ça, comme la Russie s'est déportée à l'Est, elle a garanti non seulement
qu'elle garantit ses rentrées d'argent, donc elle n'est pas du tout impactée par les sanctions économiques, mais plus encore qu'elle s'est enrichie. Donc ce qu'il faut penser aujourd'hui, c'est quoi? C'est que oui, les Russes ont un petit peu souffert des sanctions, mais les Européens ont souffert 10 fois plus. Oui, les Russes sont les grands gagnants de la guerre, ça vient d'être évoqué d'ailleurs à l'instant par Achille, mais de l'autre côté, les Européens sont les grands perdants, parce qu'ils ont voulu croire au baratin des Américains, qui sont planqués à l'arrière comme toujours. Et oui, aujourd'hui, comme la guerre russe quasiment est gagnée, et que le territoire d'Ukraine sera pour partie 20% annexé à la Russie, c'est une certitude, les Européens sont en train de négocier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils négocient? D'abord, les sanctions, je l'ai annoncé hier sur un autre média. La bonne nouvelle, c'est que RT France, j'ai travaillé avec RT France pendant 3 ans, n'est plus interdite en Suisse. C'est vous dire à quel point ils reculent. Et ils sont en train de négocier pour les laisser revenir. Maintenant, ce qui est assuré a été à nouveau réactivé aujourd'hui. Donc, je parle d'Ostring Gas, c'est le premier gazoduc qui relie la Russie en passant par les pays d'Europe de l'Est à l'Allemagne. Donc, ils l'ont réactivé. Il n'a pas été stoppé. Il a été un temps suspendu, mais réactivé. Et Nord Stream 2, il y a fort à parier qu'il sera activé. Et surtout, ils ont rendu service à des pays producteurs de pétrole comme l'Algérie, par exemple, qui n'a jamais autant vendu de gaz et de pétrole qu'aujourd'hui. Donc, les pays où l'Iran, on a vu la rencontre entre les Turcs, les Russes et les Iraniens qui a eu lieu hier. Tout ça, c'est vraiment un chambardement économique et, géoéconomique au-delà du géopolitique qui va complètement rebattre les cartes. Donc, c'est vrai que quand vous me posez la question, est-ce que les Russes ont gagné la bataille économique? Ils n'ont pas gagné, ils ont atomisé leur adversaire qui est en train de souffrir d'une récession qui va lui coûter très cher. Et c'est surtout l'arrivée à la rentrée sociale de septembre du chômage de masse qui va être produit, qui va avoir des conséquences très lourdes. Alors, c'est déjà que la France a eu du mal avec le Covid. Je ne vous raconte même pas l'état dans lequel elle sera une fois que la rentrée sociale se fera avec un gouvernement qui est très instable, avec un Parlement qui se bagarre comme des chiffonniers et surtout avec aucune perspective économique de sortie de crise. Elle n'existe pas, ces perspectives. Et la France est le pays qui s'est le mieux comporté avec la Russie. Imaginez le reste de l'Europe, que ce soit la Pologne, l'Angleterre, dont on a limogé le Premier ministre d'ailleurs, parce qu'il est tellement déliré, les Italiens qui sont en train de batailler pour que les Russes reviennent sur la scène. C'est vous dire un peu la situation dans laquelle l'Europe se trouve. Elle est prise en étau entre les États-Unis, bonimenteurs qui vont ramasser la mise sur le plan énergétique, puisqu'ils vont gagner beaucoup d'argent, et les Russes qui ont écrasé littéralement leur adversaire qui était là pour les sanctionner. Et quand les Russes disent les pays inamicaux, ils ne disent pas les ennemis. Inamicaux, ça ne veut pas dire ennemis. C'est-à-dire qu'ils peuvent renégocier avec ces pays inamicaux et recréer des liens d'amitié, mais sous un rapport de force qui leur sera largement favorable. D'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.